Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. 700 recrues en route pour le centre de formation de Bafou. Il s'agit de la 7e cohorte du service national qui est la 3e des non-fonctionnaires de l'État. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne les appelle surtout à la discipline et au civisme. Location d'appartements meublés dans les grandes villes maliennes, un phénomène social aux multiples facettes. Entre refuges discrets pour voyageurs de passage, lieux de repos pour certaines personnes en quête de tranquillité, ces logements meublés racontent une réalité plurielle, parfois déroutante. Page Inter, le président américain Donald Trump a déclaré hier que les États-Unis ont mené des frappes au Nigeria contre le groupe État islamique. L'actualité sportive reste dominée par la CAN Maroc 2025. Au compte de la deuxième journée du groupe A ce soir, les Aigles du Mali affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc. Le coup d'envoi du match est prévu à 20h, temps universel. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, la 7e cohorte du service national, qui est la 3e des non-fonctionnaires de l'État, forte de 700 recrues, a pris le départ hier pour le centre de formation de Bafou. À l'occasion de la cérémonie de départ, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a rappelé le sens de la formation militaire obligatoire avant de les exhorter à cultiver la discipline et le sens du devoir. Reportage signé Tchemoko Konati. 700 nouvelles recrues, dont 281 constituant le personnel féminin désormais en tenue bleue ou la tenue de souffrance, toutes dans la posture d'embarquement pour le centre de formation de Bafou. Ces jeunes constituent la 7e cohorte du service national des jeunes et la 3e des non-fonctionnaires de l'État. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ce sont des jeunes qui viennent de toutes les régions et qui sont de différents profils et qui ont été sélectionnés scrupuleusement depuis 2023. Donc ils vont être accompagnés, suivis pour cette formation professionnelle afin qu'ils puissent être utiles économiquement également pour leur pays. Le ministre Fomba a saisi l'occasion pour rappeler le sens de cette formation qui s'impose désormais à tous les jeunes au Mali. Il s'agit de parfaire l'éducation familiale et scolaire en leur inculquant les vertus de la discipline et surtout le sens du devoir et de la responsabilité. La formation s'articule autour de 3 volets. La première fonction est la formation physique des jeunes ou formation militaire ou encore formation commune de base. Cette formation vise à forger, à façonner des citoyens pétris du sens de la maîtrise et de la connaissance de soi. La deuxième porte sur la formation morale des citoyens en vue de développer chez eux les réflexes de la citoyenneté. La troisième concerne la formation professionnelle, visant à renforcer chez les jeunes non-fonctionnaires leur employabilité et leur insertion dans le tissu socio-professionnel. Outre l'éducation physique, morale et professionnelle, il s'agira pour les 700 jeunes constituant cette 7e cohorte du service national des jeunes de tisser des liens sacrés de camaraderie. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a présidé l'ouverture des travaux de l'atelier national de validation du rapport de la mission sur la cartographie des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption. Il s'agit de créer une synergie d'action en vue de faire face à ce fléau, nous dit Youssouf Diakité. Le ministère de la Refondation, chargé des relations avec les institutions, est à pied d'œuvre pour la matérialisation de ses objectifs en matière de lutte contre la corruption. Cet atelier qui valide le rapport provisoire de la mission de réalisation de la cartographie des organisations de la société civile engagées dans ce combat s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Dr Bakary Traoré, ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. L'un des instruments prévus par le plan d'action susmentionné pour renforcer la participation citoyenne et la veille sociale est la création d'un observatoire de lutte contre la corruption qui servira de plateforme de suivi indépendant des efforts de lutte contre la corruption. La mise en place de cet observatoire nécessite en amont une cartographie des organisations de la société civile actives dans le domaine de la lutte contre la corruption afin d'identifier leur champ d'intervention, leurs capacités organisationnelles, leurs partenariats
ainsi que leur répartition géographique. Cette cartographie permettra de jeter les bases d'une structuration plus efficace du tissu associatif et contribuera à renforcer le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Associer les organisations de la société civile à la lutte contre la corruption, c'est créer une synergie d'action autour de la question. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption, CPLC, a tenu ici à Bamako un atelier de réflexion sur les réformes de la justice dans le domaine. Objectif, offrir un cadre de dialogue interactif sur le phénomène et les réformes en cours dans le secteur de la justice au Mali avec 80 participants, dont 50% des femmes. Le point avec Fantama Manientao. Ce présent atelier sur la lutte contre la corruption et les réformes judiciaires vise à favoriser la compréhension autour des enjeux actuels, à encourager une participation inclusive, à s'approprier des réformes et à soutenir les efforts des autorités. Mariama Djama Sanogo, présidente de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. L'objectif principal de cette rencontre d'échange, c'est de lancer la réflexion, les discussions sur les réformes juridiques, les réformes institutionnelles dans le domaine de la lutte contre la corruption qui ont été initiées par les départements de la justice depuis quelques années. Cela permettra à nos publics cibles que nous avons mobilisés pour les permettre de s'imprégner ces réformes juridiques. Le projet LUSEG n'a pas hésité à accompagner techniquement et financièrement la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. Dramani Yakouba Diallo, directeur pays du projet LUSEG. La corruption affaiblit nos institutions, elle creuse les inégalités et elle touche de plein fouet les femmes, les filles, les groupes vulnérables, je dirais la jeunesse tout entière. Le représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a invité les participants à redoubler d'efforts pour mieux combattre ce fléau qui est la corruption. Ibrahima Berté. Pour lutter efficacement contre la corruption, la réponse judiciaire demeure une meilleure alternative. Mais le soutien de la société civile et de tous les acteurs non étatiques est essentiel. La justice, elle seule, ne peut plus traquer les bandits de la corruption. Je voudrais que vos débats soient des débats francs, empreints de courtoisie et qu'à la fin, vous puissiez sortir des recommandations qui pourront appuyer, aider le ministère de la Justice dans la mise en œuvre des réformes. Notons qu'il est important de continuer à travailler ensemble pour prévenir, protéger la société et garantir la bonne gestion des ressources de l'État. Les nouvelles à l'international. Au Burkina Faso, les forces de sécurité ont mis aux arrêts une vingtaine de personnes impliquées dans une affaire de proxénétisme. Elles seront poursuivies pour des faits de traite des personnes, de complicité de traite des personnes, de proxénétisme et de blanchiment de capitaux. Environ 200 jeunes filles, dont de nombreuses mineures âgées de 15 à 17 ans, ont été retirées de maisons closes et d'auberges. Elles venaient pour la plupart du Nigeria. En Côte d'Ivoire, les candidats aux élections législatives ont moins de 24 heures pour convaincre les électeurs. À la veille du scrutin du 27 décembre, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, RDA, principal parti d'opposition, dénonce des manœuvres frauduleuses dans une circonscription électorale du centre du pays. Collecte illégale de données personnelles, promesses d'argent et de motos, le parti de Tidjane Thiam évoque une tentative organisée de fausser le scrutin. En République centrafricaine, un quadruple scrutin historique se déroule ce dimanche 28 décembre. Des élections municipales et régionales, les premières depuis 1988, des législatives et une présidentielle. Ce scrutin a le plus suivi avec 7 candidats en lice, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra, qui brigue un 3e mandat après avoir fait adopter une nouvelle constitution en 2023. Ce vendredi 26 décembre marque la dernière journée de campagne. Quant aux habitants du Grand Mogadiscio, ils ont voté hier 25 décembre pour leur première élection locale au suffrage universel direct depuis 56 ans. Le scrutin concernait la région de Banadir où se trouve la capitale Mogadiscio dans le sud-est de Somalie. Les élections locales de ce jeudi étaient un test clé pour le gouvernement fédéral. Elles se sont déroulées dans le calme malgré les critiques de l'opposition. Et puis les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre les combattants du
du groupe État islamique dans le nord-est du Nigeria, a déclaré hier le président américain Donald Trump sur son réseau social Truth Social, leur reprochant d'avoir assassiné des chrétiens dans la région. La diplomatie nigériane a confirmé des frappes américaines de précision contre les cibles terroristes dans le cadre d'une coopération sécuritaire avec les États-Unis. Mali Actualité, il est 13h passé de 8 minutes. Retour à l'actualité nationale. À Badiangara, le conseiller en charge de la sécurité a présidé la rencontre commission régionale de travail du Conseil régional d'orientation stratégique de la protection sociale. Une rencontre stratégique qui vise à renforcer la coordination et l'efficacité de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale dans la région. Reportage Agibou Koulibaly. Depuis la création du Comité national d'orientation stratégique de la protection sociale, de nombreuses avancées ont été enregistrées. Plan d'action élaboré et validé, textes réglementaires adoptés, arrêtés signés et missions de suivi menées par les structures déconcentrées. La dynamique est enclenchée. C'est dans cette logique que s'inscrit la présente rencontre à Badiangara. Le représentant de la Direction nationale en charge de la protection sociale a exposé les grandes orientations de la politique nationale de protection sociale. Youssouf Baba, chef de la section promotion et suivi des filets sociaux à la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire. Cette politique est structurée autour de 4 axes stratégiques. D'abord, l'extension des champs d'application de la sécurité sociale, le contributif, le développement de l'aide sociale et de l'action sociale, le développement de la mutualité et autres organisations, et enfin le développement institutionnel et le renforcement du mécanisme de coordination de la protection sociale nécessite un mécanisme de coordination robuste et surtout dynamique à tous les niveaux afin de mieux coordonner les différentes interventions. Les échanges permettront de faire le point sur la mise en œuvre des recommandations formulées en 2024, d'identifier les priorités pour l'année 2025 et de réfléchir aux moyens d'améliorer le fonctionnement des organes de coordination. Colonel Yaya Diara, conseiller au gouvernement de Badiangara. L'amélioration de l'état de santé des populations en leur facilitant l'accès de l'utilisation des services de santé reste encore un défi majeur pour plusieurs pays d'Afrique. La protection sociale de façon générale est l'ensemble des mesures préconisées par l'État et des collectivités. Pour assurer la prise en charge des risques sociaux de la population, l'Union africaine l'a définie comme étant une gamme d'actions protectrices publiques entreprises par l'État et d'autres acteurs en réponse au niveau. Renforcer la coordination des actions de protection sociale pour des résultats plus visibles et durables dans la région. Badiangara, Agibou Koulibaly pour l'ORTM. Et on en vient au grand format de cette édition. Dans les grandes villes maliennes, la location d'appartements s'est imposée comme un phénomène social en pleine mutation. Entre refuges discrets pour voyageurs de passage, lieux de repos pour certaines personnes en quête de tranquillité, ces logements meublés racontent une réalité plurielle, parfois déroutante. C'est le grand format de cette édition signé Draman Sanogo. La location d'appartements meublés au Mali soulève de nombreuses interrogations. Pour certains, c'est un choix pratique, un endroit pour se reposer en toute tranquillité ou organiser des moments conviviaux entre amis, à l'abri des regards. Mais pour d'autres, cette pratique sert à dissimuler des réalités non avouables. Pour Moussa Koulibaly, locataire d'appartement, ce type de logement offre la tranquillité et la discrétion. Nous prenons l'appartement meublé pour aller nous reposer. Nous le faisons parfois en groupe quand il s'agit de la fête entre amis, mais seul quand il s'agit d'une autre chose. Le prix d'appartement varie en fonction du besoin. 15 000 francs pour la journée et 200 000 francs pour le mois, voire au-delà. De son côté, Fatmata Silla met en avant la liberté que les amis n'ont pas dans leur domicile. J'ai une fois loué un appartement meublé. Cela s'est passé lors de l'anniversaire de ma petite sœur. Nous l'avons loué pour 24 heures. Le prix varie entre 30 000 francs, 40 000 francs et 50 000 francs. C'est vraiment intéressant de faire la fête en appartement meublé. En revanche, Oumar Koulibaly, locataire également, estime que 90% des appartements meublés se livrent à des comportements non orthodoxes. Nous louons des appartements meublés par préférence. Il nous arrive de cotiser des fois pour le faire. Il y a pour 24 heures, 15 jours et le mois.
Le prix minimum pour 24 heures est de 20 000 francs et 100 000 francs par mois. Les gens font le pire dans les appartements qui dit bien. Si l'initiative des appartements meublés au Mali est salutaire, toutefois, le secteur doit être assaini pour éviter les dérives. Les appartements meublés sont une nouvelle initiative au Mali, mais il faut qu'on fasse attention car les appartements sont devenus un lieu d'orthodoxe. Généralement, les gens qui les louent pour une journée, 2 ou 3 jours ne font pas du bien. Sinon, économiquement, les appartements apportent beaucoup. Bari Diaba est agent immobilier à Gao. Elle préfère mettre sa maison en appartement meublé au lieu de location ordinaire. La principale raison, bénéficier du dynamisme du marché immobilier local, dont la demande locative reste très élevée. Ce marché est caractérisé par une production de logements de grande valeur, souvent occupés par la clientèle étrangère ou aisée, et un grand besoin de revenus de location de la part des propriétaires. Maintenant, pour ce qui est de la demande locative, si on prend le marché immobilier d'aujourd'hui, nous notons une forte demande de logements modernes, élevée tant de la part des fonctionnaires, des travailleurs que des touristes ou des personnes en déplacement professionnel pour un quelconque travail. La location génère un revenu mensuel régulier qui peut présenter une source de rentrée supplémentaire significative. Quelles sont les conditions à remplir et les montants à payer pour se procurer des appartements meublés? Safiatou Touré. À l'époque, les conditions étaient fixées pour louer un appartement meublé. Mais aujourd'hui, ces critères ne sont pas respectés car les propriétaires ne voient que l'argent. Il arrive même que certains locataires envoient l'argent par mobile monnaie pour faire la réservation sans avoir aucune idée sur la personne. Bari Diaba. Je peux dire que dans le cadre des conditions à remplir, il s'agit du cadre de vie du bien immobilier, c'est-à-dire accueillant avec les commodités tout en respectant les normes établies par l'urbanisme mis en vigueur par le gouvernement. Le montant à payer, là, il est question du prix. Il varie selon l'emplacement du bien car un appartement en plein centre-ville coûte plus cher que celui de la banlieue. La législation malienne n'a pas prévu des sanctions spécifiques par rapport à la gestion des appartements meublés. Mais le droit commun s'applique, selon l'huissier qui préfère garder l'anonymat. La législation malienne ne s'est pas s'intéresser directement aux appartements meublés. Sinon, il y a un décret qui date de 1967 portant une réglementation des loyers des locaux à usage d'habitation. Dans la pratique, la législation peut être complétée par des lois plus récentes, notamment concernant la fiscalité des impôts sur les revenus fonciers, taxes foncières, les TVA, en fonction du statut du bailleur. La location des appartements meublés rappelle cette évidence, selon laquelle, entre les murs les plus ordinaires, peuvent parfois se cacher les dérives les plus inquiétantes. Sport à présent, championnat national de Ligue 1 professionnel. La 6e journée démarre cet après-midi avec une rencontre au programme. Par ailleurs, l'actualité sportive reste dominée par la CAN Maroc 2025. Au compte de la 2e journée du groupe A, ce soir, les Aigles du Mali affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc. Le coup d'envoi du match est prévu à 20h, temps universel. Le développement de l'actualité sportive avec Fotiki Tungara. CAN Maroc 2025, les Aigles du Mali effectuent leur deuxième sortie de la compétition ce vendredi à 20h temps universel contre les Lions de l'Atlas du Maroc. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée du groupe A. Même si le Maroc, pays hôte, est favori sur le papier, le Mali est capable de créer la surprise. Les enjeux du match avec l'un de nos envoyés spéciaux à Rabat, Isaac Tienou. Maroc-Mali s'annonce palpitant. Les Aigles après nul à mer d'entrée voudront bien se ressaisir devant le Maroc, pays hôte, et considéré comme favori de la compétition. Qu'à cela ne tienne, les hommes de Tom Saintfiet se mobilisent pour cette deuxième apparition à la CAN. L'objectif est clair, obtenir le meilleur résultat possible. Le sélectionneur Tom Saintfiet entend réussir un gros coup. Je suis après notre premier match. Ça donne plus de pression pour le deuxième match contre Maroc. Maroc est le grand favori, c'est une équipe très forte, mais on est ici pour rester jusqu'à la fin du CAN sans besoin de points contre Maroc. On doit respecter le Maroc. On ne peut pas être arrogant de dire qu'on va gagner ce match. On veut gagner chaque match. Le Maroc a plus de pression que nous. Ils ont les grands favoris, ils sont les grandes équipes. Et laisse-nous faire un surprise, Inch'Allah, demain.
Les acteurs se disent déterminés et conscients de l'enjeu de la rencontre. Yves Bissouma, capitaine des Aigles. On joue le Maroc, on sait très bien que voilà, c'est une équipe qui a de très bons joueurs et aussi qui produit du bon football. Dans notre cas, c'est pareil. Puis voilà, c'est 90 minutes et à la fin, Inch'Allah, j'espère qu'on aura la victoire parce que c'est ce qu'on veut. Côté adverse, le sélectionneur Walid Regragui ambitionne d'arracher sa qualification à l'issue de cette deuxième journée, même s'il doit se méfier d'une équipe malienne capable de surprendre à tout moment. Maintenant, on rentre aussi dans la vraie compétition, deuxième match, contre une équipe du Mali qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien. Voilà, pour moi, c'est une des équipes qui a le plus de potentiel en Afrique depuis très longtemps, avec de très bons joueurs, très habiles, qui auront à cœur sûrement bien sûr de gagner, mais comme nous. Donc ça va être un match très équilibré. On a hâte de le jouer parce que ça va être une vraie compétition, une vraie compétition, mais surtout une vraie confrontation. Et on va, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, on joue pour prendre les 3 points et essayer de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah. Maroc-Mali, c'est ce vendredi à 20h au stade Prince Abdallah de Rabat. De Rabat, Isaac Chiron Taïb Adjawakoui pour l'ORTM. Dans l'autre match du groupe, la Zambie jouera contre les Comores. Cette rencontre démarre à 17h30 temps universel. Déjà dans le groupe B, l'Angola est aux prises avec le Zimbabwe présentement. Dans l'autre match de ce groupe, l'Égypte va en découdre avec l'Afrique du Sud à 15h. Le programme prévoit demain dans le groupe D, Bénin-Botswana à 12h30 et Sénégal-RDC à 15h. Puis dans le groupe C, Ouganda-Tanzanie à 17h30 et Nigeria-Tunisie à 20h. Championnat national pro Ligue 1 Orange, la 6e journée démarre cet après-midi avec une seule rencontre au programme. Les 11 créateurs de Nyarela seront opposés à l'Union sportive de Bouba à 16h au stade Ouezen Coulibaly. Cette 6e journée se poursuivra demain samedi avec les oppositions suivantes. Binga FC, FC Djara à 16h au stade Ouezen Coulibaly. US Bougouni Djulba AC à 16h au stade Moussa Diakité. AS Bakadjani Barawili, AS Ral de Bamako à 18h au stade Ouezen Coulibaly. Stade Malais de Bamako Terbe Academy à 16h au stade Mamadou Konaté. Cette 6e journée prendra fin dimanche avec les rencontres suivantes. FC Malkroua, Afé et Esfas Asco. Après 5 journées disputées, l'AS Ral de Bamako est leader avec 13 points. Elle est suivie du FC Djara et l'Asco, 2e et 3e avec respectivement 12 et 10 points. À 13h passées de 22 minutes prend fin cette édition que Baraki Sawatara a eu le plaisir de vous présenter. Elle a été réalisée et coordonnée par Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez aussi retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. La mise en ligne est assurée par Badi Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez surtout à l'écoute. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fousseni Diara. Bonne suite de programme.